Ce sens public continue avec ces images de centaines de civils tués à Boutcha, près de Kiev. Ces images et ces mots qui reviennent dans tous les débats en France et dans la plupart des pays occidentaux. Crimes de guerre. Comment prouver que des crimes de guerre ont été commis par l'armée russe? Première réponse avec Flora Sauvage. Il faudra des semaines, peut-être des mois d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé à Boutcha, à 30 km aux environs de Kiev. Après le départ des troupes russes, c'est la consternation devant les fosses communes et les corps laissés à l'abandon dans les rues de la ville. On ne sait pas précisément combien il y a de victimes. On pense qu'il y en aurait plus de 300 civils qui sont morts ici. Arrivé sur place, le président ukrainien dénonce un génocide. La communauté internationale exprime, elle, son indignation. Alors que l'Union européenne réfléchit à de nouvelles sanctions contre Moscou, Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté ce massacre. Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. Si la Russie nie être à l'origine du massacre à Boutcha et dénonce une mise en scène de la part des Ukrainiens, le chef de la diplomatie américaine assure que tout sera fait pour apporter des preuves à la Cour pénale internationale. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous n'avons pas arrêté de dire que nous pensons que les troupes russes commettent des crimes de guerre. Nous travaillons désormais pour apporter les preuves de ces crimes aux institutions concernées, car ils doivent être tenus pour responsables. De son côté, l'Union européenne s'est déclarée prête à envoyer des équipes d'enquêteurs en Ukraine pour aider au recueil de preuves sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dont les forces russes seraient responsables. Comment prouver, comment juger des crimes de guerre? C'est le thème de notre débat. Et j'accueille Jeanne Sulzer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocate, responsable de la commission Justice internationale à Amnesty International France. Galia Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Historienne, spécialiste de la Russie post-soviétique. Je rappelle le titre de votre livre, Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. On est aux éditions Premier Parallèle. Christian Macarian, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste au Point et à Radio Notre-Dame. Et Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Jeanne Sulzer, vous avez chez Amnesty un laboratoire de preuves, l'Evidence Lab. Ce qui s'est passé à Boutcha fait-il déjà l'objet d'un travail pour recueillir des preuves? Est-ce qu'il y a déjà, peut-être sur le terrain ou alors en récupérant des images satellites, est-ce qu'il y a déjà un travail qui a commencé? Très certainement. Le Evidence Lab, en fait, c'est un mécanisme qui permet, dans les situations telles qu'actuellement, lorsque les chercheurs ne peuvent pas se rendre dans les territoires en conflit pour des questions de sécurité, de faire des recoupements à travers des sources ouvertes, de corroborer à travers un certain nombre de choses, d'images satellites, d'expertise en termes d'armement, de permettre en fait une documentation là où il est impossible d'aller. Donc pour le moment, Amnesty n'a pas encore sorti de rapport sur les derniers faits, mais je pense que ça ne saurait tarder. Alors ces éléments de preuve, ou ces informations proviennent à la fois de citoyens, mais aussi d'images satellites, mais aussi de défenseurs des droits humains qui sont soit sur le terrain, soit aux frontières. Donc toute une série de... Ça veut dire que là, ce n'est pas possible d'avoir des enquêteurs d'Amnesty International sur le terrain, c'est trop dangereux, ils n'y sont pas, ou certains y sont quand même? Alors ça dépend où. Au fur et à mesure, peut-être que l'armée ukrainienne reprend des territoires, ce serait peut-être possible pour eux d'y aller, on peut l'imaginer? On peut tout à fait imaginer. Bon, il y a des chercheurs qui vont aussi près que possible sur le terrain. Et pour des questions de sécurité, il y a certains endroits qui sont inaccessibles. Enquêter en temps réel, c'est extrêmement difficile. La question, là, c'est de documenter, d'essayer de préserver les preuves, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de destruction de preuves. On est Amnesty comme les autres face à de réelles difficultés. Ça reste une organisation de la société civile sans moyens autres que ceux d'une organisation de la société civile. Donc on fait avec les moyens possibles. Mais l'Evidence Lab, c'est un moyen aussi de plus en plus, avec une méthodologie très rigoureuse, qui permet quand même d'avancer, que certains crimes ont été commis et surtout aussi de démêler le vrai du faux. Alors justement, ce qui est intéressant, Galia Ackerman, c'est la réponse de Moscou depuis 24 ou 48 heures qui rejette catégoriquement les accusations de crimes de guerre. C'est pas une surprise. Et ce sera certainement la ligne de défense de Vladimir Poutine et de ses généraux pendant les prochaines semaines et les prochains mois et peut-être plus. Vous savez, ils ont déjà fait la même chose à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y a un crime commis par l'armée russe ou des militaires
pro-russes ou des mercenaires Wagner, la Russie rejette toute responsabilité. C'était pareil en Syrie, quand il y a eu une attaque chimique où 5000 personnes ont trouvé la mort. Et la Russie parlait d'une mise en scène faite par les casques blancs, l'organisation des droits de l'homme basée, je crois, en Grande-Bretagne, et qui était sur place quand il y avait l'avion abattu au-dessus du ciel de Donetsk, 298 passagers qui sont morts. Il y a des preuves indiscutables que c'était un lance-missile transporté du territoire russe sur le territoire sous contrôle des rebelles. Donc l'avion a été abattu et ensuite ce lance-missile a été rapatrié en Russie. Les Russes ont émis au moins 10 hypothèses différentes pour complètement embrouiller le scénario. La stratégie de l'écran de fumée. Quoi. Et déjà en Syrie, ils parlaient d'une mise en scène. Là maintenant, ils osent dire que certains cadavres qu'on voit, les corps dans la rue, que en fait c'est des acteurs qui sont vivants et qui qu'on peut voir sur certaines vidéos que en fait ces corps bougent. La Russie s'adresse au Conseil de sécurité pour accuser les nazis ukrainiens donc de ce crime. Vous voyez, on est dans un niveau de déni absolument incroyable. Christian Macarian, dans un conflit comme celui-là, il y a plusieurs, il y a des moments de bascule. Est-ce que c'est un moment de bascule, d'après vous, qu'on a vécu avec la révélation de la découverte de ces images, de ces centaines de civils tués à Boutcha? C'est un moment de bascule parce qu'il intervient, et il ne faut pas le délier de la stratégie russe, il intervient au moment où les Russes avaient dit et publiquement fait savoir qu'ils se retiraient de la zone de Kiev pour se recentrer sur l'Est. Ouais, c'est ça. Et moi, je vous interromps, dernière info, au responsable du Pentagone qui dit que les 2/3 des forces russes qui occupaient la région de Kiev depuis le début de l'invasion se sont repliées vers le Bélarus. Voilà. Or, si on regarde les atrocités commises dans l'état de nos connaissances, qui est évidemment encore très parcellaire. Mais on ne peut pas décorréler ces deux événements. Comme si les Russes avaient voulu transmettre ce message-là aux populations ukrainiennes qu'ils ont voulu terroriser. Voilà, vous pensez qu'on se retire, mais voilà ce qu'on laisse. Et ce qu'on laisse sur place, ce sont des fosses communes, des atrocités, et puis une double vitesse dans ces atrocités. Le temps qu'on a pu prendre pour construire des fosses communes n'a rien à voir avec ces voitures écrasées par des chars à la dernière minute ou des gens abattus comme ce pauvre cycliste qui gisait par terre, les mains attachées dans le dos. Donc il y a à la fois des choses froidement organisé avec des ordres du commandement, parce qu'un soldat ne prend pas des initiatives de ce type-là. Alors ça, ce sera l'un des... Ça veut dire qu'il en a reçu les ordres, et donc il y a une hiérarchie, et c'est pas un sergent ou un sous-officier qui donne de tels ordres, c'est un officier... Donc vous dites c'est de la stratégie, presque de communication, le mot est horrible quand on sait de quoi on parle, voilà le message que l'armée russe envoie au peuple ukrainien et peut-être à ceux qui sont dans d'autres régions vers lesquelles ils se replient. C'est en tout cas à intégrer à la stratégie russe et ne pas le considérer comme une bavure détachée de l'ensemble du reste. Parce que nous savons que depuis le début, la population a été ciblée et que les forces russes ont pris l'option guerre totale, c'est-à-dire effrayer, terroriser la population avec ces risques-là. Et enfin, la dernière leçon, mais là je serai très bref, c'est sur le plan strictement militaire. Voilà quand même une armée particulièrement mal organisée qui laisse des soldats commettre ce type d'exactions totalement désordonnées. La voie centrale de Boutcha qu'on voit avec les voitures écrasées, il y a encore la clé du contact. Ça veut dire que probablement la voiture roulait quand le char lui a roulé dessus. Ce sont des choses qui impliquent évidemment forcément toute la chaîne de commandement jusqu'au niveau le plus élevé, mais ce sont des choses qui traduisent aussi une armée littéralement déguenillée. C'est subtil ce que vous décrivez.
décrivez? Parce qu'à la fois, vous nous dites il y a une chaîne de commandement, il y a des ordres, et de l'autre, c'est un peu c'est totalement désorganisé. Oui, il y a des ordres froids pour creuser des fosses, et de l'autre côté, il y a un laisser-aller qui est une incitation. Il y a des ordres et il y a l'incitation à cette espèce de tuerie, et ça, c'est la marque d'une armée dans laquelle le soldat n'est pas bien traité. Du reste, les soldats, on le sait par les témoignages civils, arrêtent des gens dans les rues pour leur prendre du café ou du thé parce qu'ils n'en ont pas. La condition, sans doute, du soldat de base russe est certainement très mauvaise. Alors, dans ce débat, il faut rapidement définir de quoi l'on parle, et je propose à Steve Jourdain de me rejoindre. Steve, les mots, évidemment, ils ont un sens aussi juridique, crime de guerre. C'est une violation très grave du droit international humanitaire. C'est une notion vieille comme la guerre, et pourtant aucun texte ne définit à lui seul tous les crimes de guerre. Il faut fouiller un peu. Il y a 3 grands textes en gros qui définissent aujourd'hui ces crimes. Il y a les conventions de La Haye, les conventions de Genève et l'article 8, le plus récent, l'article 8 du statut de Rome de 1998. En résumé, en quelques mots, Thomas, un crime de guerre, c'est une violation des lois et des coutumes de la guerre. Alors quels sont les actes interdits en temps de guerre? Alors ils sont nombreux, on peut en citer quelques-uns. Il y a les homicides intentionnels, la torture, la déportation des populations, la destruction de biens non justifiés par les nécessités militaires. On pense aux écoles, on pense aux zones résidentielles, ou encore le pillage. Tout ça, ce sont donc des crimes de guerre selon le droit international. Le droit international qui interdit aussi l'emploi de certaines armes. Il s'agit par exemple des gaz toxiques ou encore des bombes à sous-munitions. On en a beaucoup parlé récemment. Ces bombes à sous-munitions, elles sont très imprécises, elles font énormément de dégâts parmi les civils. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été interdites en 2010 par la Convention d'Oslo. Or, des bombes à sous-munitions auraient été utilisées par l'armée russe en Ukraine, selon plusieurs témoignages. Alors, comment sont jugés ces éventuels crimes de guerre? C'est la CPI, la Cour pénale internationale située à La Haye, qui est compétente. Mais avant le jugement, il y a le temps de l'enquête. Les enquêteurs de la CPI doivent aller sur le terrain pour récolter les preuves de ces crimes de guerre. Ils prennent des photos, des vidéos, ils tentent de documenter ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. Ils essayent notamment de déterminer quelles sont les armes qui ont été utilisées pour faire ce travail. Eh bien, les enquêteurs peuvent s'appuyer notamment sur le travail d'organisation sur place ou d'associations et même de citoyens. Et puis ensuite, les juristes entrent en scène, ils analysent les preuves, tentent d'établir le contexte des faits, de déterminer quelles ont été les victimes, qui sont les auteurs de ces crimes présumés. Ce sont des procès qui peuvent être très longs, mais qui peuvent déboucher sur un mandat d'arrêt et sur des peines de prison. C'est par exemple ce qui s'est passé dans le cas du génocide au Rwanda. Merci Steve pour ces explications. Jeanne Sulzer, est-ce que vous diriez qu'Amnesty International est un travail aussi en lien avec la Cour pénale dans un cas comme celui-là? C'est-à-dire que les preuves que vous pouvez récupérer vont servir aux enquêteurs de la Cour pénale? Alors, la documentation n'a pas pour objet d'être versée dans une procédure pénale. D'accord. Certaines organisations travaillent dans ce sens pour un contentieux, pour faire du contentieux stratégique. Amnesty documente ce qui se passe en Ukraine, mais Amnesty documente les violations des droits humains dans le monde entier, font des rapports qui constituent ensuite des sources qui vont être importantes comme information pour constituer des débuts d'enquête. Donc un certain nombre de rapports vont effectivement être envoyés au bureau du procureur ou vont être pris. La connaissance de ces rapports va intéresser le bureau du procureur, mais aussi les juridictions nationales. Il n'y a pas que la Cour pénale internationale qui est compétente pour juger les crimes de guerre. Il y a déjà, et en premier lieu, les juridictions ukrainiennes qui travaillent, qui enquêtent. La procureure ukrainienne enquête de façon extrêmement active. Elle a ouvert une page sur Internet permettant à tout un chacun de venir contribuer à l'établissement des faits. Oui, et avant Boutcha, pardon de vous interrompre, mais il y a plusieurs faits sur lesquels les équipes d'Amnesty International ont déjà ou sont en train d'enquêter, évidemment. Absolument. Oui, absolument. Avec de potentiels crimes de guerre, là aussi. Avec de potentiels crimes de guerre aussi. Donc c'est une multiplicité en fait de documentation. Amnesty vient contribuer dans ces documentations, mais il y a aussi une commission d'enquête qui a été mise en place par les Nations Unies. Donc il y a un certain nombre de mécanismes qui tous se complètent d'une manière ou d'une autre, que ce soit devant les juridictions nationales, les juridictions internationales. Encore une fois, la CPI n'est que complémentaire des juridictions nationales.
les juridictions nationales ont aussi un rôle à jouer en matière de crimes internationaux. Lorsque les crimes sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide, on considère qu'il y a une responsabilité partagée de la part de la communauté internationale de connaître, de poursuivre et de connaître ces crimes. Galia Ackerman, à chaque fois qu'on vous reçoit dans cette émission, vous êtes venu à plusieurs reprises, vous êtes un peu notre vigie de l'opinion russe puisque vous regardez les chaînes de télévision et on se demande toujours ce que les Russes peuvent savoir ou peuvent voir de ce que nous on voit. Dans un cas comme celui-là, est-ce qu'il y a une infime partie des images de Boutcha qui leur arrivent ? Ou alors, est-ce qu'elle leur arrive de toute façon manipulée par le pouvoir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a une possibilité que les images telles que nous, on les analyse, arrivent aux Russes, à une petite partie de l'opinion, ou pas ? Le problème, c'est pas l'arrivage des images. Il y a encore quelques jours, en effet, il y avait le discours officiel comme quoi les troupes russes bombardent uniquement des infrastructures militaires, ils détruisent le potentiel militaire de l'Ukraine, ils touchent pas aux civils, ils touchent pas aux bâtiments, aux immeubles d'habitation. Et donc, cette horrible scène d'une femme enceinte qu'on sortait de la maternité de Mariupol, les Russes ont écrit que c'était une mise en scène. Cette femme est morte à l'hôpital et son bébé est mort avant elle. Donc ça veut dire que l'image peut être diffusée à la télévision russe, mais le commentateur va dire c'est une mise en scène, c'est ça, et donc maintenant, comme apparemment il y a trop d'images pour qu'on puisse toutes les occulter, on montre en effet Boutcha totalement détruite avec les corps gisant dans les rues, mais on dit que tout cela est une mise en scène ukrainienne. Ou pour Mariupol, qui est détruite à 90%, on dit que ce sont les nationalistes et les nazis ukrainiens qui ont délibérément tiré sur les bâtiments en battant en retraite. Parce que maintenant, les groupes qui se battent encore de l'armée ukrainienne, ils sont concentrés dans 3 grands bâtiments industriels, dans 3 usines, en fait, donc en périphérie de Mariupol. Mais je me demande d'ailleurs quand Mariupol sera un jour reprise par les troupes ukrainiennes, quelle atrocité trouvera-t-on là-bas ? Parce que Boutcha est une toute petite ville, alors que Mariupol, qui a subi et continue de subir la coupure totale des communications, etc. Et la ville continue à être bombardée, les civils continuent à être tués. Je pense qu'on découvrira les horreurs encore beaucoup plus grandes. Mais parallèlement, je dis juste ça, le soutien de la population russe à Poutine s'accroît. Donc ces images, apparemment, je n'ai pas même d'explication rationnelle à cela, à part que la propagande est très habile, mais 83% des Russes, plus d'1% en une semaine, approuvent cette guerre. Christian Macarian. Oui, il y a un poids de l'idéologie qui est très important, qu'on retrouve autant dans le phénomène d'opinion. La popularité de Poutine a augmenté très vite au début de la guerre. Et ce qui est encore plus frappant, elle croît, effectivement. Et puis le soldat de base est aussi mu par cette idéologie-là, qui est un véritable lavage de cerveau. Donc si vous arrivez à convaincre une troupe, en particulier des hommes très jeunes, qui ne sont jamais trop sortis de chez eux, des soldats de 18 ans qui sont évidemment, dont la condition est peu enviable, qu'ils soient dans le civil ou qu'ils soient dans le militaire, et que vous les endoctrinez au point de leur enseigner que celui qui se trouve en face est un nazi, que c'est un sous-homme et que c'est un danger public, il faut l'éliminer, etc. Vous avez un effet classique, hélas, des guerres, qui est l'effet idéologique, l'effet de fanatisme qui produit sur ces troupes des capacités meurtrières tout à fait effroyables. Comparaison n'est pas raison, mais ça fait penser aussi à d'autres massacres. Hélas, les massacres sont vieux comme les atrocités de la guerre,
des massacres d'armées en repli au Radour, sur Glane. D'une certaine façon, on va massacrer un village et on fait mourir 640 habitants avant de lâcher les lieux comme un message adressé aux maquis et à la population. Oui, vous avez raison. Du reste du pays. Ça fait, enfin moi, ça fait écho à ce type de massacre de population civile dans des lieux très restreints. Et votre comparaison, à mon avis, est raison, puisque vous faites une comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale. Et précisément, cette guerre d'Ukraine prend, c'est là le tournant que vous évoquiez tout à l'heure, Thomas, prend des allures effroyables qui évoquent la Deuxième Guerre mondiale, y compris dans l'élimination comme ça de groupes humains, qui sont hors de proportion avec l'enjeu initial qui était pas du tout d'arriver à exterminer une partie de la population d'une petite ville comme Boutcha. Mais comme disait Gaïa, peut-être qu'à Mariupol, on va découvrir des horreurs encore pires. Alors, je voudrais quand même... Moi, je me souviens de ce qui s'était passé en décembre 89. J'étais jeune journaliste en poste à Paris. Le charnier de Timișoara, peut-être que vous vous en souvenez aussi. On est au début de la révolution roumaine, quelques jours avant la chute, la mort de Ceausescu. Et de nombreux médias occidentaux, on s'en souvient Mathieu, ont été piégés face au corps d'une vingtaine de personnes, attribuant leur décès à la police politique, la Securitat. Bon, on a appris plus tard que ces corps, ils avaient été exhumés de la morgue et que c'était une manipulation. Je rappelle ça, et pour vous poser une question, Jeanne Sulzer, combien de temps ça peut prendre pour dire ce qui s'est passé à Boutcha, c'est le fait de l'armée russe et pas une manipulation? Je suis un peu obligé dans un débat comme ça de poser cette question. Ça prend du temps. Le temps de la justice, et le journaliste l'a dit tout à l'heure, le temps de la justice n'est pas le même les crimes sont en temps réel. On ne peut pas juger, enquêter alors que les crimes sont en train d'être commis. Il faut qu'il y ait une juridiction impartiale, neutre, qui enquête. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de l'enquête sur la réalité des faits. Est-ce que les faits ont été commis? Comment ils ont été commis? Sur qui? Est-ce qu'il s'agissait de personnes protégées? Qui sont les victimes, etc. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il y a des insiders, des défecteurs, des personnes qui peuvent venir expliquer? Ensuite, et c'est là le plus compliqué, c'est ça qui prend du temps, il faut remonter la chaîne de commandement, il faut remonter le système de la chaîne de commandement, le système militaire, des armées régulières, mais aussi des paramilitaires, mais aussi d'autres groupes qui peuvent avoir eu un rôle dans la responsabilité. Il faut essayer de trouver de la documentation qui permette aussi d'établir qu'il y a eu une intentionnalité, puisqu'ce sont des crimes qui nécessitent, comme tous les crimes, une intention, mais une intention particulière. Pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, encore le génocide a une intention toute particulière. Donc ça, c'est difficile de prouver l'intention lorsqu'il s'agit de regarder au plus haut niveau la planification des crimes. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Par contre, il y a aussi une question de stratégie pénale. Lorsqu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant, lorsqu'il y a des ressources, ce qu'on voit là aujourd'hui, la France a donné de l'argent, a apporté son soutien en termes de ressources, le Royaume-Uni aussi à la Cour pénale internationale va apporter du personnel gratis, 42 États ont apporté leur soutien, on fait un renvoi devant la Cour pénale internationale pour demander qu'il y ait une enquête sur l'Ukraine par la CPI, c'est du jamais vu. Historiquement, il y a un soutien, un plébiscite pour la justice internationale pour la lutte contre l'impunité qui est vraiment tout à fait étonnant, vertueux. On peut s'interroger sur peut-être le fait de savoir pourquoi un tel soutien n'existe pas dans d'autres situations. Aujourd'hui, un triste anniversaire des attaques chimiques sur Khan Sheikhoun en Syrie. Néanmoins, c'est une bonne chose que l'ensemble des pays de l'Union européenne aient renvoyé la situation à la CPI. Donc on peut imaginer que dans cette situation-là, lorsqu'il y a un fort soutien, ça puisse aller un petit peu plus vite. D'accord. Mais ensuite, l'émission d'un mandat d'arrêt, le fait que les juges doivent revoir l'ensemble des charges qui sont apportées par le procureur, et ensuite il faut compter sur la coopération des États. Pour une arrestation possible. La difficulté, c'est que le temps médiatique, c'est tellement raccourci, il y a une telle impatience à avoir les réponses. Et pendant ce temps-là, il y a les thèses complotistes qui continuent c'est un défi qui est quasiment impossible à Mais c'est la Cour, les États ont voulu une Cour pénale internationale qui intervienne en temps réel, en 98.
Or, la justice n'intervient jamais en temps réel. Donc le procureur, effectivement, il a à la fois ce rôle d'épée de Damoclès quand il a décidé d'ouvrir une enquête sur la base de ces saisines par des États. Il a effectivement indiqué aux parties prenantes, la Cour pénale internationale est compétente. Attention, elle est là, elle est compétente. Gaïa Ackerman, est-ce que dans votre fort intérieur, vous vous dites Vladimir Poutine sera jugé un jour? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à y croire? C'est difficile d'y croire. Je suis plutôt pessimiste. Je pense que la justice internationale, il n'y a pas moyen qu'il soit livré à la justice internationale. Donc, on va le juger en son absence. Mais même dans son propre pays, faut-il, pour qu'il puisse être jugé, qu'il soit d'abord renversé, emprisonné. Et c'est pas gagné, cela. Donc, je pense que, vous savez, à la limite, c'est pas très important qu'il soit jugé ou non. Ce qui est important, c'est que ces actes soient jugés. Et puis, vous savez, Poutine, il est tout en haut. C'est pas Poutine qui a donné l'ordre de tuer les gens à Boutcha ou ailleurs. Je pense que ce qui se passe, ça ressemble un peu à ce qui se passait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les troupes soviétiques ont commencé leur marche à travers l'Europe pour arriver à Berlin, finalement. Et tout le monde le sait maintenant, il y a eu 2 millions de femmes allemandes violées. Oui. Il y avait aussi la rapine absolument incroyable, le pillage de la population, les fameuses photos de soldats russes avec 5 paires de montres, etc. On a envoyé des wagons et des wagons, des échelons entiers de biens pillés. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est pareil. Il y a des bazars en Biélorussie où les soldats russes vendent ce qu'ils ont pillé, et il y a une société biélorusse qui organise le transfert des biens pillés vers la Russie. Donc ce qui est important, c'est que peut-être l'armée russe sache, je ne sais pas si elle va le savoir, est-ce que c'est une question de communication, que chacun qui est impliqué dans ces crimes pourrait être tôt ou tard puni. Et peut-être dernière chose, vous savez, quand Staline il y avait beaucoup de généraux à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui ont été très indignés de ce comportement de l'armée, par des viols collectifs, par les meurtres totalement impunis de civils, par le pillage. Et donc, on a fait le rapport à Staline, et Staline a dit, écoutez, ils ont fait un chemin très dur, il faut qu'ils puissent se relâcher un peu. Ce n'était pas un ordre, il n'y avait pas d'ordre de poursuivre en justice, alors que normalement, tous ces faits sont punis en temps de guerre, même par une peine de mort. Faut-il continuer de négocier avec Vladimir Poutine? Regardez ce qu'en dit le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Monsieur le Président, il s'adresse au président français. Monsieur le Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine? Qu'avez-vous obtenu? On ne débat pas, on ne négocie pas avec les criminels. Les criminels doivent être combattus. Personne n'a négocié avec Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec Hitler, avec Staline, avec Pol Pot? Christian Macarian, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on peut... Vous voyez ce que je veux dire? Comment faire stopper cette guerre? Ou alors on négocie pas et le seul moyen de stopper la guerre, ce sera une victoire militaire. Ce qui est terrible avec cette guerre, c'est qu'elle efface complètement les lignes et nos certitudes, y compris et surtout démocratiques. On vient de parler du problème de la justice, de la lenteur de la justice. Il faut que la justice ait le temps de sa sérénité. Bien sûr. Bon, ça convient pas au stade émotionnel. On a besoin d'une solution immédiate. Ça, c'est un des problèmes des démocraties postmodernes, qui sont très très rapides. Et un problème comme celui que soulève le Premier ministre polonais, c'en est un autre. Faut-il interrompre la diplomatie au nom des erreurs commises? Mais là, c'est qu'une question d'opinion. Moi, je ne peux que vous donner la mienne. Je pense que ça ne résoudra rien de couper tous les canaux avec Vladimir Poutine. Ça n'est en aucun cas, je suis navré pour monsieur le Premier ministre polonais, de nature à le freiner. En aucun cas de nature à l'intimider.
Donc c'est un autre sujet. La diplomatie ne traite pas de l'arrêt des hostilités, là en l'occurrence, puisque les deux belligérants, ukrainiens et russes, doivent arriver à un point critique où non pas l'un l'emporte, mais où quelque part la négociation devient enfin possible. Et malheureusement, c'est un point paroxystique dans la violence atteinte. Je dirais même que dans les écoles du KGB, on apprend quelque chose d'atroce. Nous, ici en Occident, on pense gagnant-gagnant. Par exemple, Madame Merkel prépare l'organisation de Nord Stream 2 parce que les Russes y gagneront, ils vendront plus facilement leur gaz, et nous, on y gagnera parce qu'on sera approvisionné en toute sécurité. Ça s'appelle un deal gagnant-gagnant. Dans les écoles du KGB, on apprend le deal perdant-perdant. Tu as perdu, pardon, j'ai perdu, donc tu vas perdre. Et ça, c'est terrifiant. C'est-à-dire que les Russes penseraient, selon ce mode de pensée... Alors ça, je suis sûr, pour avoir pu un petit peu approcher ce cercle-là, que Vladimir Poutine pense de cette manière-là. Si je perds en Ukraine, alors ils paieront très cher. Mais le but de garder une liaison diplomatique, c'est pas de convaincre Poutine. Il n'y a pas de travail de conviction. En diplomatie, on laisse la porte ouverte. Alors, au cas où il y a une envie de reprendre. Tout à fait, Mathieu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, quand même, la guerre ne pouvant pas durer, Dieu merci, à perpétuité, il va falloir, et c'est le rôle d'un chef d'État, non pas imaginer des sanctions, des punitions, des phrases définitives, mais il faut trouver une perspective de sortie. Et la diplomatie, ça sert à ça. Ouais. Il faut une perspective. Sans perspective, il n'y a plus aucune espérance. Et dans un conflit, il faut engendrer de l'espérance. Le rôle de la diplomatie, c'est d'entretenir cette espérance. Alors, vous avez parlé du gaz russe, évidemment, de Nord Stream 2. Ces images de Boutcha, elles ont aussi fait irruption dans notre campagne présidentielle. On va écouter les réactions de deux candidats et ça a relancé le débat autour d'un embargo sur le gaz russe. Je vous propose deux points de vue opposés, celui de Marine Le Pen et de Yannick Jadot. Il n'y a qu'un moyen de forcer Vladimir Poutine au cessez-le-feu et à la fin de ses atrocités. C'est d'arrêter d'importer du gaz et du pétrole russe. Tous les jours, l'Europe donne 800 millions de dollars à Poutine pour financer sa guerre et donc poursuivre ses atrocités. Il y a un moment, l'indignation, ça suffit en fait. On ne peut pas à la fois s'indigner et donner 800 millions de dollars à Poutine tous les jours. Donc il faut cet embargo. Moi j'essaye, si vous voulez, d'être toujours... de défendre toujours l'intérêt de la France et des Français. C'est la raison pour laquelle je me suis opposé d'ailleurs aux sanctions qui touchent le gaz et le pétrole russe, parce que je savais très bien que la conséquence serait une inflation terrible pour les Français, une augmentation spectaculaire des prix de l'énergie. Or, il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. Mathieu, comment les candidats, notamment ceux comme Marine Le Pen qui étaient pro-Poutine avant la guerre, ont-ils réagi, notamment sur les réseaux sociaux, à ces images de Boutcha ? Ils ont tous condamné. Il y a une condamnation unanime, évidemment, du massacre de Boutcha. Après, est-ce qu'on désigne les coupables ou pas ? Alors, il y en a qui parlent des autorités russes, il y en a qui parlent de responsables à trouver. Tout le monde n'incrimine pas Vladimir Poutine. Yannick Jadot le fait quand il réagit. Emmanuel Macron ne le fait pas. Il ne parle pas nommément de Vladimir Poutine. Marine Le Pen non plus. Jean-Luc Mélenchon non plus. Éric Zemmour non plus. Mais ils sont quand même dans une posture un peu curieuse, nos amis poutinophiles et russophiles, parce que eux qui déclaraient avoir de l'admiration pour Vladimir Poutine, qui déclaraient vouloir des Vladimir Poutine français, on est à 6 jours du premier tour. Jean-Luc Mélenchon qui déclarait que la Russie n'interviendrait pas en Ukraine, qui ne croyait pas à la guerre. Et c'est Éric Zemmour aussi, dans une forme Éric Zemmour même qui pensait que c'était la Russie l'agressée, et dans une forme d'amnésie collective, alors que on en a débattu au moment du 24 février au début de l'intervention. Ce sujet-là, des responsabilités et des prises de position de chacun, semble s'être évaporé. Regardez les scores dans les sondages de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Ce dont on parlait dans Marine Le Pen, qui est la seule de toutes les personnalités politiques françaises à avoir rendu visite personnellement à Vladimir Poutine à la veille du premier tour de 2017, il y a 5 ans, et avoir réussi, c'est là qu'elle montre son talent, à le faire oublier. Gaïa Ackerman, comment on évoque les sanctions et la possibilité qu'il y ait effectivement de nouvelles sanctions décidées par notamment l'Union européenne. Comment les premières sanctions sont vécues par les Russes dans leur vie quotidienne ? Quelles conséquences sont déjà tangibles ?
Les premières conséquences, c'est quand même une montée de prix et puis la pénurie de certains produits. Par exemple, bizarrement, du sucre. Et ceci n'est pas dû tellement aux sanctions, mais à la guerre même en Ukraine, parce que l'Ukraine est un grand producteur de sucre et de l'huile de tournesol, par exemple. Il n'y a plus d'huile de tournesol, pas seulement en Russie, en plusieurs autres pays aussi. Et donc, il y a une pénurie de sucre. Ensuite, il y a les grandes enseignes qui sont parties. Et certaines enseignes très emblématiques comme Ikea. Ikea, c'était quelque chose vraiment. La Russie s'est rapprochée de l'Occident et ils ont reçu la possibilité qui n'a jamais existé pendant toute la période soviétique d'équiper leur maison, de meubler avec des meubles pratiques, pas très chers, etc. Et donc, il y a plein de disparitions. Il y a le McDonald's qui est parti, etc. Mais je crois que les vraies conséquences vont s'étaler sur plusieurs mois parce que pour l'instant c'est plutôt l'inconfort. Vous voyez, les gens ne peuvent plus, par exemple, il y a plein de retraités qui vivent à l'étranger et qui tiraient de l'argent parce que leur retraite arrivait sur leur compte en Russie. Maintenant, ce n'est plus possible. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont déjà parties, qui ont quitté le pays précipitamment, et on pense qu'il y aura encore des dizaines de milliers de personnes qui vont partir, qui partent souvent dans ce qu'on appelle le proche étranger. Ils partent dans les pays baltes, ils partent en Géorgie, ils partent en Arménie, ils partent même au Kazakhstan. Même le Kazakhstan semble maintenant un havre de liberté, de paix par rapport à ce qui se passe en Russie. Pour conclure. Sur cette thématique, ou peut-être sur les sanctions éventuelles, parce qu'on est déjà... les sanctions, on est au 4e train de sanctions, on prépare le 5e. Elles auront leur efficacité, mais pas nécessairement au point d'influer sur les décisions militaires ou sur des exactions ou sur des crimes de guerre comme ceux qui ont été commis à Boutcha. Il faut d'urgence, si l'Europe veut exister, inventer un autre type de diplomatie humanitaire, pas militaire, mais un humanitaire de projection, un humanitaire d'intervention. Et je trouve que l'Europe est assez peu créative en matière humanitaire. C'est quoi, des sortes de casques bleus européens? Oui, et des sortes, vous savez, il y a des navires hôpitaux, il y a des moyens transportables, projetables, proches du terrain pour aider les populations qui peuvent peser sur les conflits. Et là, je pense, un peu intimider les belligérants. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.